Alors qu'il refaisait surface, il sentit une pression sur sa jambe, une main glacée qui tentait de l'attirer vers le fond. Les histoires de marrons invisibles de Mafat sont nombreuses, mais celle de Paul est particulièrement troublante. Paul était un randonneur aguerri, habitué à explorer les sentiers escarpés du cirque de Mafat. Ce jour-là, il avait décidé de partir seul, pour ressentir pleinement la solitude et la beauté sauvage de ce lieu. Il emprunta un sentier peu fréquenté, l'un de ceux que les guides touristiques n'osent pas recommander. À mesure qu'il progressait, il ressentait une sensation étrange, comme si quelqu'un l'observait. Les oiseaux s'étaient tus, et même le bruit du vent semblait s'éloigner. Il accéléra le pas, mais cette impression d'être épié ne le quittait pas. Une vieille légende disait que les marrons, ces esclaves fugitifs qui s'étaient réfugiés dans les montagnes, n'avaient jamais vraiment quitté ces lieux. Leurs esprits, jaloux de leur liberté et méfiants des intrus, surveillaient quiconque s'aventurait dans leurs anciens refuges. Vers midi, il fit une halte pour reprendre des forces. Tandis qu'il se restaurait, un murmure lui parvint, faible et imperceptible au début. Il se releva d'un bond, cherchant d'où venait ce bruit. Mais rien. Pas un mouvement autour de lui, seulement la végétation dense. Pourtant, il aurait juré avoir entendu des voix, des chuchotements en créole ancien. Son grand-père lui avait souvent raconté que les marrons communiquaient ainsi entre eux pour échapper aux chasseurs d'esclaves. Paul reprit sa marche, mais plus il avançait, plus les voix semblaient proches. Un sentiment oppressant l'enveloppa. La végétation devenait de plus en plus dense, et le sentier se transformait en un étroit passage entre les rochers. C'est alors qu'il aperçut, à une vingtaine de mètres devant lui, une ombre fuyante, rapide comme une flèche, se glissant dans les forêts. Il s'arrêta, le souffle coupé. Il se souvenait des récits de sa grand-mère, qui décrivait les marrons comme des ombres silencieuses, invisibles aux yeux de ceux qui ne savaient pas où regarder. Mais ce n'était pas seulement une légende pour lui. Il courut dans la direction de l'ombre, certain de sa présence. Il voulait comprendre, vérifier s'il s'agissait d'un randonneur comme lui ou d'autre chose. Il pénétra dans une clairière, son cœur battant à tout rompre, mais personne n'était là. Soudain, un bruit sourd retentit derrière lui. Il se retourna et se retrouva nez à nez avec un vieil homme à la peau tannée, vêtu de haillons, le regard intense. Le vieillard le fixa sans un mot, et Paul, pétrifié, ressentit une terreur comme jamais auparavant. L'homme tendit une main osseuse vers lui, et un mot, un seul, résonna dans l'esprit de Paul, « pars ». Paul ne savait pas si l'homme avait réellement parlé ou s'il avait entendu ce mot dans sa tête. Mais il comprit immédiatement le message. Sans réfléchir, il prit ses jambes à son cou, courant sans s'arrêter jusqu'à retrouver le chemin principal. Il ne raconta cette histoire qu'à ses proches, effrayés à l'idée que d'autres puissent se moquer de lui. Mais ceux qui, comme lui, connaissaient les légendes de Mafat, comprirent rapidement qu'il avait eu affaire aux marrons invisibles. Aujourd'hui encore, Paul refuse de s'aventurer seul à Mafat, convaincu que les esprits des marrons continuent de veiller sur leur terre sacrée. Le souffleur de Saint-Leu est un phénomène naturel fascinant. Là où les vagues s'engouffrent dans une cavité rocheuse, un souffle puissant jaillit en un geyser d'eau salée, produisant un bruit semblable à celui d'une créature monstrueuse. C'est un lieu prisé des touristes, mais aussi des curieux qui cherchent à éprouver un frisson. Léa et Julien étaient un jeune couple qui adorait explorer les coins reculés de l'île de la Réunion. Ce jour-là, ils décidèrent de visiter ce fameux souffleur. C'était un après-midi couvert, avec un ciel chargé et une mer agitée. Lorsqu'ils arrivèrent, la houle était plus forte que d'habitude, et chaque vague se jetait contre les rochers en provoquant des éclats d'eau puissants. Ils s'approchèrent prudemment du bord, fascinés par ce spectacle de la nature. Mais, au fur et à mesure que le temps passait, Léa se sentit mal à l'aise. Une atmosphère étrange enveloppait l'endroit, comme une tension dans l'air. C'est à ce moment que Julien, qui tentait de prendre une photo du geyser, sentit une main froide se poser sur son épaule. Il se retourna brusquement, mais personne ne se trouvait derrière lui. Il se moqua de lui-même, croyant à un simple courant d'air, et ne dit rien à Léa pour ne pas l'inquiéter. Mais alors qu'il s'apprêtait à repartir, un étrange murmure s'éleva, semblant provenir des entrailles de la roche.
Reviens. Chuchotait une voix faible et lointaine. Julien demanda à Léa si elle avait entendu, mais elle ne perçut rien d'autre que le fracas des vagues. Intrigué, Julien s'aventura un peu plus près du souffleur, tandis que Léa l'observait, de plus en plus anxieuse. C'est alors qu'une énorme vague frappa la falaise, projetant un panache d'eau immense et étourdissant Julien pendant quelques secondes. Lorsqu'il rouvrit les yeux, il jura avoir vu une silhouette humaine apparaître brièvement dans les jets d'eau, les yeux brillants comme des lanternes dans l'obscurité. Terrifié, il recula précipitamment, trébuchant presque sur les rochers. Léa se précipita vers lui et ils quittèrent le lieu en courant, le cœur battant à tout rompre. De retour à leur voiture, ils réalisèrent qu'une étrange odeur d'algues et de terre mouillée s'accrochait encore à leurs vêtements, bien que la marée ne les ait pas touchés. Julien, marqué par l'expérience, fit des recherches plus tard. Il découvrit que plusieurs légendes entouraient le souffleur, dont celle d'un marin disparu qui, selon les récits, attirait les imprudents vers la mer. On disait qu'à certaines marées, son esprit se manifestait, appelant les âmes solitaires à rejoindre les profondeurs. Depuis ce jour, Julien et Léa évitent de retourner au souffleur, préférant admirer les paysages de loin, et ils racontent leur histoire à chaque fois que l'occasion se présente, mettant en garde ceux qui veulent braver les mystères de ce lieu ensorcelé. Le Piton des Neiges est le sommet le plus haut de l'île de la Réunion, et il est entouré de nombreuses histoires mystérieuses. L'une des plus sombres raconte l'apparition d'un homme à la silhouette immense, les yeux rougeoyants, connu comme le diable du Piton des Neiges. Ce récit remonte à plusieurs générations, mais la mésaventure d'André, un guide de montagne expérimenté, a marqué tous ceux qui l'ont entendu. André avait pour habitude de conduire des randonneurs jusqu'au sommet, qu'importe l'heure. Un soir, il reçut un appel d'un groupe désireux d'admirer le lever du soleil au sommet du Piton des Neiges. André accepta volontiers, conscient des défis du parcours mais confiant en ses compétences. Le groupe entama l'ascension aux premières heures de la nuit, la lampe frontale d'André ouvrant la voie dans l'obscurité. À mi-chemin, alors que le groupe faisait une pause, André aperçut au loin une lumière vacillante au milieu du sentier, une étrange lueur qui ne ressemblait ni à celle d'une torche ni à celle d'un téléphone. Il pensa d'abord à un autre randonneur, peut-être en difficulté, mais aucun son ne se faisait entendre. Intrigué et par souci de sécurité, il décida de s'avancer seul pour vérifier, laissant les autres se reposer. En approchant de la lumière, celle-ci sembla reculer, comme si elle l'invitait à la suivre. André continua à marcher, l'esprit tendu par un curieux sentiment d'irréalité. La lumière disparut brusquement lorsqu'il atteignit un tournant du sentier. Il se retrouva soudainement face à une silhouette massive, dressée sur le rocher, avec des yeux rouges semblant briller dans la nuit. André recula instinctivement, ses mains tremblant d'une peur incontrôlable. La silhouette, muette, resta là, le regard fixé sur lui. André sentit une vague de panique l'envahir. Il tenta de rebrousser chemin, mais ses jambes semblaient refuser de bouger, comme figées par une force invisible. L'air devenait de plus en plus lourd, et une odeur de soufre emplit ses narines. André n'avait jamais été superstitieux, mais à ce moment-là, chaque légende qu'il avait entendue sur le Piton des Neiges lui revint à l'esprit. Lentement, comme pour briser un enchantement, il réussit à détourner son regard de la silhouette et à se concentrer sur sa respiration. Le souffle court, il fit demi-tour et courut aussi vite qu'il put jusqu'au groupe. Trempé de sueur et en état de choc, il rassembla les randonneurs et leur ordonna de redescendre immédiatement. Ils obéirent, perplexes face à son agitation inhabituelle. Ce n'est que bien plus tard qu'André osa raconter ce qu'il avait vu. Ceux qui connaissaient bien les légendes de l'île lui confirmèrent qu'il avait rencontré le diable du Piton des Neiges, une entité qui, selon les anciens, veille sur la montagne et punit les intrus trop audacieux. Depuis ce jour, André a cessé d'accepter des randonnées de nuit, préférant laisser le Piton des Neiges à ses mystères et à ses gardiens invisibles. À Sainte-Rose, on chuchote encore l'histoire de Tiana, une femme que les villageois évitaient avec une crainte palpable. Tiana vivait seule dans une maison reculée, entourée de hauts arbres et de plantes étranges. Les enfants avaient pour habitude de lancer des pierres vers son jardin, espérant l'apercevoir. On disait qu'elle avait le pouvoir de se transformer en animal, souvent un chat noir qui rôdait la nuit dans les ruelles désertes.
Un soir de pleine lune, Romain et ses amis décidèrent de relever un défi, s'approcher de la maison de la sorcière et ramener une preuve qu'ils y étaient allés. C'était un pari stupide de jeunes, mais personne ne voulait paraître lâche. Ils se donnèrent rendez-vous près du vieux manguier, à quelques mètres de l'entrée de la maison. L'atmosphère était lourde, et l'air sentait l'encens brûlé. Arrivés devant la maison, les garçons se défièrent du regard. Ils s'approchèrent en silence, essayant de ne pas faire craquer les brindilles sous leurs pieds. L'un d'eux, plus courageux que les autres, proposa d'entrer par la petite porte de derrière, souvent laissée ouverte. À leur grande surprise, la porte était bien entrebâillée, laissant entrevoir un intérieur faiblement éclairé par une bougie. Ils pénétrèrent dans la maison, retenant leur souffle. La première pièce était encombrée de bocaux remplis d'herbes, de plumes et de pierres étranges. L'air était imprégné d'une odeur de fumée et de quelque chose d'indéfinissable. Romain s'avança pour ramasser un étrange pendentif posé sur une table lorsqu'une ombre traversa la pièce à toute allure. Les garçons se figèrent, le cœur battant. Un grincement sinistre se fit entendre, et une voix, à la fois rauque et douce, prononça ces mots, « Vous ne devriez pas être ici ». Pris de panique, les garçons se précipitèrent vers la sortie, bousculant tout sur leur passage. Mais en franchissant la porte, ils se retrouvèrent face à une vieille femme vêtue d'une robe noire, les yeux fixés sur eux. Un sourire effrayant déforma son visage. « Je sais qui vous êtes » murmura-t-elle en tendant la main vers eux. Les garçons hurlèrent et s'enfuirent en courant, sans jamais se retourner. Le lendemain, l'un d'eux tomba gravement malade, comme si une malédiction pesait sur lui. Les rumeurs commencèrent à circuler, et certains racontèrent que Tiana avait jeté un sort aux garçons pour les punir d'avoir osé entrer chez elle. Malgré les supplications de sa famille, la fièvre de l'enfant ne baissa pas, et il fallut l'intervention d'un prêtre pour rompre ce qui ressemblait à un envoûtement. Depuis cet événement, plus personne n'osa s'approcher de la maison de Tiana, et les enfants de Sainte-Rose apprirent à respecter les histoires que leurs aînés leur racontaient. Car la sorcière de Sainte-Rose n'était pas qu'un mythe, elle était bien réelle, et elle veillait à ce que personne ne trouble la paix de son domaine. Dans les ruelles anciennes de Saint-Denis, il existe une légende persistante, celle de l'enfant esprit. Plusieurs habitants affirment entendre, par les nuits calmes, des rires d'enfants résonner entre les murs des vieilles maisons coloniales. On raconte qu'un petit garçon, victime d'un accident tragique, erre toujours dans ces rues, cherchant désespérément sa maison. Marie, une vieille dame du quartier, se souvient très bien de la première fois où elle entendit ces rires. Elle habitait une grande maison ancienne, dont les murs portaient l'empreinte de siècles d'histoire. Une nuit, alors qu'elle lisait près de la fenêtre ouverte, elle entendit des rires légers, presque joyeux, comme ceux d'enfants jouant à cache-cache. Curieuse, elle se pencha par la fenêtre, s'attendant à voir une bande de gamins traîner dans la rue. Mais il n'y avait personne. La rue était déserte, et seule la lumière des réverbères éclairait les pavés. Les rires persistèrent, clairs et distincts, comme s'ils résonnaient tout près de la fenêtre. Marie sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine. Elle referma la fenêtre précipitamment, mais les rires ne cessèrent pas pour autant. Ils semblaient maintenant venir de l'intérieur de la maison. Paniquée, elle alluma toutes les lumières et passa le reste de la nuit à prier. Les jours suivants, les rires revinrent chaque nuit, toujours à la même heure. Marie tenta de les ignorer, pensant à une hallucination ou à des enfants malicieux. Elle se renseigna auprès de ses voisins, mais aucun n'avait remarqué quoi que ce soit d'anormal. En discutant avec une vieille voisine, elle découvrit que son quartier avait été le théâtre d'un accident tragique il y a de nombreuses années. Un petit garçon, en jouant dans la rue, avait été renversé par une voiture. Sa mère, inconsolable, aurait erré dans les rues pendant des mois, à la recherche de son enfant perdu. Marie prit cette histoire à cœur et décida de tenter de parler à l'enfant esprit. Une nuit, au lieu de se réfugier sous ses draps, elle se leva courageusement et appela l'esprit, murmurant doucement, « Petit, où es-tu » Les rires cessèrent instantanément, et une sensation de froid intense envahit la pièce. Elle attendit, mais rien ne se passa. Les rires avaient disparu. À partir de ce soir-là, Marie n'entendit plus jamais les rires. Elle en conclut que l'enfant esprit avait enfin trouvé la paix, ou peut-être une autre maison à hanter.
Mais ceux qui vivent encore dans les vieilles maisons de Saint-Denis savent qu'à chaque nuit calme, il est toujours possible de percevoir, au détour d'une rue, les échos lointains de rires oubliés. Grand Bassin est un petit hameau niché au cœur de la Réunion, un lieu isolé que seuls les plus courageux osent atteindre après plusieurs heures de marche. La cascade de Grand Bassin, majestueuse et silencieuse, attire chaque année des randonneurs avides de paysages sauvages. Mais parmi les habitants, on chuchote qu'une jeune fille hante les lieux depuis des décennies, pleurant un amour perdu. L'histoire commence dans les années 1950, avec une jeune fille nommée Eliane, issue d'une famille modeste de Grand Bassin. Elle était belle, d'une beauté douce et mélancolique, et beaucoup de jeunes du village étaient épris d'elle. Pourtant, son cœur appartenait à un homme plus âgé, un voyageur venu de la ville qui s'était aventuré jusque dans ce coin reculé. Leur histoire d'amour, cachée de tous, ne dura que quelques mois avant que l'homme, effrayé par les responsabilités et les commérages, ne quitte l'île sans un mot. Brisée par cette trahison, Eliane passait des heures entières au bord de la cascade, contemplant l'eau et se remémorant les promesses échangées. On raconte qu'un soir de pleine lune, submergée par le désespoir, elle se jeta du haut des chutes, laissant son châle blanc dériver sur l'eau comme un dernier adieu. Depuis lors, il est dit que son esprit erre encore, retenu par l'amour et la tristesse. Les premiers témoignages de sa présence remontent aux années 1970, lorsque des randonneurs affirmaient avoir entendu des sanglots près de la cascade, bien que personne ne semblait en être la source. D'autres, plus sensibles aux histoires locales, prétendaient avoir aperçu une silhouette blanche se tenant au sommet des chutes, les pieds nus sur la pierre mouillée, observant l'horizon avant de disparaître comme une brume. En 1994, Jean, un guide chevronné, mena un groupe de visiteurs jusqu'à Grand Bassin. La journée avait été splendide, mais en fin de soirée, une pluie fine commença à tomber. Tandis que le groupe se préparait à repartir, Jean remarqua une jeune femme vêtue de blanc au bord de la cascade. Pensant à une randonneuse égarée, il s'approcha, mais à chaque pas qu'il faisait, elle semblait s'éloigner sans bruit, glissant presque sur l'herbe humide. Lorsqu'il l'appela pour lui proposer de l'aide, elle se tourna vers lui, dévoilant un visage à moitié couvert par ses cheveux noirs. Mais ce qui le terrifia le plus fut l'expression figée et vide de ses yeux. Jean raconta plus tard qu'il ressentit un froid intense l'envelopper, comme si l'air avait soudainement gelé autour de lui. La silhouette disparut alors brusquement, se fondant dans les embruns de la cascade. Après cet événement, Jean chercha à comprendre ce qu'il avait vu. En parlant avec les anciens du village, il apprit l'histoire tragique d'Eliane. Les villageois lui conseillèrent de ne pas s'approcher des chutes les nuits de pleine lune, disant que l'esprit de la jeune fille cherchait encore son amour perdu, et que ceux qui tentaient de la rejoindre finissaient par être entraînés dans l'eau. Aujourd'hui encore, les visiteurs les plus intrépides qui passent la nuit à Grand Bassin affirment que les nuits de pleine lune, une silhouette blanche apparaît au sommet des chutes, émettant des murmures plaintifs que seuls les plus attentifs peuvent entendre. Bien que la cascade de Grand Bassin soit un lieu de beauté naturelle, elle reste pour les habitants une plaie ouverte, marquée par une histoire d'amour et de deuil. Dans les rues de Saint-Paul, la légende du tête-chien est bien connue. Cette créature mi-homme mi-chien aurait pour habitude d'errer autour du cimetière marin, à la recherche d'âmes perdues à dévorer. Les anciens de la ville racontent cette histoire depuis des décennies, avertissant les enfants de ne pas traîner la nuit près du cimetière. L'origine de cette légende remonte au XIXe siècle, lorsque Saint-Paul était encore un port très actif. On raconte qu'un marin solitaire, revenu d'un long voyage, fut trouvé mort près du cimetière, mordu au visage, comme attaqué par un animal sauvage. La nuit de sa mort, plusieurs habitants affirmèrent avoir entendu des hurlements effrayants résonner entre les tombes. Peu après, une rumeur commença à circuler, un homme aurait été maudit et transformé en une créature à tête de chien pour avoir profané une tombe sacrée. Les premières observations de la créature remontent à ces années-là. Des témoins parlaient d'une silhouette massive se déplaçant entre les tombes, avec des yeux brillants et un pelage noir comme la nuit. Certains décrivaient aussi une odeur de sang et de pourriture qui accompagnait son passage. Les rares personnes qui osaient affronter cette créature en retour de soirée finissaient souvent par être retrouvées inconscientes ou errantes, traumatisées et balbutiant des paroles incohérentes. En 1983, l'affaire du tête-chien connut un regain d'intérêt lorsqu'un jeune homme, Thierry,
décida de prouver que cette légende n'était que pure invention. Thierry, sceptique de nature, voulait prouver à ses amis que toutes ces histoires n'étaient que des contes pour effrayer les enfants. Une nuit sans lune, il se rendit seul au cimetière, armé seulement d'une lampe de poche et d'un enregistreur. Il resta plusieurs heures assis sur un banc, guettant le moindre bruit. Tout était calme, si calme que Thierry commençait à se moquer intérieurement de ceux qui croyaient à ces absurdités. Mais soudain, un souffle lourd brisa le silence. Thierry balaya les environs avec sa lampe, mais ne vit rien. Pourtant, il sentit une présence, une sensation oppressante d'être épié. Puis il entendit un grondement sourd, proche et menaçant, semblable à un chien sur le point d'attaquer. Paniqué, Thierry se leva précipitamment, mais trébucha sur une pierre tombale. Alors qu'il tentait de se redresser, il sentit une haleine chaude et putride effleurer sa nuque. Il tourna lentement la tête et aperçut une forme noire aux yeux brillants. Il ne put décrire exactement ce qu'il avait vu, mais son esprit en conserva une image floue et cauchemardesque d'une tête massive, mi-humaine, mi-canine. Lorsqu'on le retrouva au matin, Thierry était en état de choc, incapable de parler. Il resta des jours alité, revivant sans cesse cette rencontre. Il finit par quitter Saint-Paul peu après, incapable de vivre avec le souvenir de cette nuit. Le tête-chien, qu'on aurait cru relégué aux légendes oubliées, revint ainsi hanter les esprits de Saint-Paul. Aujourd'hui encore, les habitants disent que par les nuits sombres et sans lune, le tête-chien rôde autour du cimetière marin, et que ceux qui s'aventurent trop près des tombes entendent un grondement sourd s'élever du sol, signe que la créature veille encore sur les lieux de son supplice. À Saint-André, il y a une vieille maison isolée, que les habitants appellent la Maison Rouge. Construite à la fin du XIXe siècle, cette demeure imposante, avec ses volets écarlates et ses murs ternis par le temps, attire les curieux autant qu'elle effraie les superstitieux. La légende raconte que cette maison est hantée par l'esprit d'une femme morte de manière tragique, et depuis, des phénomènes étranges y auraient lieu. L'histoire remonte aux années 1930, lorsqu'une famille de colons habitait cette demeure. La plus jeune fille de la famille, Claire, était une adolescente rêveuse et solitaire, souvent laissée à elle-même dans cette grande maison. Sa mère, sévère et rigide, ne lui laissait que peu de liberté. Claire passait donc ses journées à dessiner et à contempler l'extérieur depuis les fenêtres aux rideaux épais. Un soir d'orage, alors que ses parents étaient absents, Claire tomba amoureuse d'un jeune homme du village, un ouvrier agricole venu aider à entretenir la propriété. Leur idylle, clandestine et interdite, dura plusieurs mois, jusqu'à ce que la mère de Claire les découvre ensemble dans le jardin. Folle de rage, elle décida de punir sa fille en l'enfermant dans une chambre à l'étage, prévoyant de l'envoyer dans un couvent. Des témoins racontent que des disputes violentes éclatèrent régulièrement, et que les cris de Claire résonnaient dans toute la maison. Un jour, après une violente confrontation, la mère de Claire découvrit la chambre vide. La fenêtre était grande ouverte et Claire avait disparu. On fouilla la propriété, les champs alentours, et même la rivière, sans jamais retrouver son corps. On conclut à une fuite ou, selon certains murmures, à un suicide. Depuis ce jour, la maison resta inhabitée, et les villageois commencèrent à parler d'apparitions mystérieuses. Les premiers phénomènes rapportés étaient des bruits de pas sur le vieux parquet, des grincements de portes et des rires étouffés. Certains affirmaient même voir une silhouette blanche à la fenêtre de la chambre où Claire avait été enfermée. La maison finit par être abandonnée et devint le repère des adolescents téméraires et des amateurs de sensations fortes. En 1997, un groupe de jeunes décida de passer une nuit entière dans la Maison Rouge, pour prouver que toutes ces histoires n'étaient que des superstitions. Ils s'installèrent au rez-de-chaussée, allumant quelques bougies pour chasser l'obscurité. Les premières heures passèrent sans incident, et les jeunes commencèrent à se moquer des vieilles légendes. Mais alors que minuit approchait, un froid étrange s'installa dans la maison, et les bougies vacillèrent, comme soufflées par une brise invisible. Un des jeunes, prénommé Lucas, décida de monter à l'étage pour voir la fameuse chambre de Claire. Lorsqu'il atteignit le palier, il sentit une présence derrière lui, comme si quelqu'un l'observait. Les murs semblaient respirer, et un léger souffle parcourut sa nuque. Lucas entra dans la chambre, et soudain, la porte se referma brutalement derrière lui. Il tenta de l'ouvrir, mais elle semblait verrouillée.
Pris de panique, il se mit à tambouriner contre le bois, appelant ses amis, mais aucun son ne semblait s'échapper de la pièce. Une voix douce, à peine audible, chuchota alors son nom. Lucas se retourna et, dans la faible lueur des bougies, il aperçut une ombre se dessiner près de la fenêtre. Les autres jeunes, entendant les coups contre la porte, se précipitèrent à l'étage et trouvèrent Lucas en état de choc, agenouillé au milieu de la chambre, fixant un point invisible devant lui. Lorsqu'ils l'emmenèrent hors de la maison, il marmonnait sans cesse le nom de Claire, répétant qu'elle était encore là, piégée. Après cet épisode, Lucas quitta l'île, refusant de parler de cette nuit. La Maison Rouge, quant à elle, fut scellée par les autorités locales pour éviter d'autres incidents. Les rumeurs n'ont jamais cessé, et les habitants de Saint-André affirment que par les nuits d'orage, on peut encore entendre des coups sourds résonner dans la maison, comme les échos des appels désespérés de Claire. Le pont de la rivière des Galets, qui traverse les eaux tumultueuses de cette rivière, est un lieu chargé de mystère. Les anciens racontent que le pont est hanté par des esprits attirant les passants dans les flots. Ce récit est ancré dans les mémoires des habitants de l'île, et les histoires de disparitions inexpliquées renforcent la réputation sinistre du lieu. À l'époque coloniale, ce pont était le principal passage reliant plusieurs villages. Une nuit, un marchand, pressé de rejoindre sa famille, décida de traverser malgré l'heure tardive et l'orage menaçant. Alors qu'il s'engageait sur le pont, les éclairs illuminaient brièvement le paysage, projetant des ombres mouvantes sur les rives. En avançant, le marchand entendit des murmures, des voix indistinctes venant de l'eau en contrebas. Il pensa d'abord que c'était le bruit du courant, mais les murmures se firent plus clairs, presque suppliants, comme si quelqu'un l'appelait à l'aide. Poussé par la curiosité, il s'arrêta et se pencha au-dessus de la rambarde pour voir s'il y avait quelqu'un en danger. Ce qu'il aperçut alors le terrifia, une forme humaine, à moitié submergée dans l'eau, semblait lui faire signe. Le marchand descendit précipitamment du pont et se dirigea vers la rive, mais lorsqu'il arriva, il n'y avait plus personne. Les voix avaient disparu, remplacées par le grondement de l'eau et le sifflement du vent. Perturbé, il remonta sur le pont, mais cette fois, les murmures se transformèrent en cris de détresse, comme ceux d'une personne sur le point de se noyer. Pris de panique, il tenta de courir, mais une force invisible sembla retenir ses jambes, l'empêchant d'avancer. Le lendemain matin, le corps du marchand fut retrouvé flottant près des rives. La nouvelle de sa mort se répandit rapidement, et le pont acquit la réputation d'être maudit. Ceux qui osaient le traverser la nuit rapportaient tous la même expérience, une sensation de tiraillement, des voix lointaines et des ombres se mouvant sous l'eau. Dans les années 1960, un jeune homme, désireux de tester la véracité de ces histoires, décida de traverser le pont à pied, seul, par une nuit sans lune. Il raconta par la suite avoir ressenti une pression sur ses épaules, comme si une main invisible l'appuyait vers le parapet. À un moment, il perdit l'équilibre et manqua de tomber dans la rivière, mais réussit à se rattraper in extremis. La peur au ventre, il fit demi-tour, convaincu qu'une entité maléfique tentait de l'entraîner vers l'eau. Aujourd'hui encore, les habitants évitent de traverser le pont de la rivière des Galets la nuit, et certains préfèrent faire de longs détours plutôt que de risquer de croiser ces esprits tourmentés. Les récits de murmures et d'ombres persistantes continuent de se transmettre de génération en génération, et le pont demeure un lieu de passage redouté, où le passé semble hanter chaque pierre. À Trois-Bassins, un petit village perché entre mer et montagne, l'histoire d'un sorcier redouté a marqué les mémoires. On le nommait simplement l'Ancien. Peu de gens connaissaient son véritable nom, mais tout le monde savait qu'il avait des pouvoirs mystérieux et inquiétants. L'Ancien vivait dans une case en bois, isolée au cœur d'une petite forêt, là où personne n'osait s'aventurer seul. Les rumeurs disaient qu'il pouvait se transformer en oiseau pour observer ses ennemis, ou invoquer des esprits capables de semer la discorde dans les familles. Dans le village, on murmurait que les malheurs qui frappaient soudainement certaines personnes, des récoltes ravagées, des animaux disparus ou des maladies étranges étaient causés par lui, et sa réputation suffisait à dissuader quiconque de s'opposer à lui. Jean-Marc, un agriculteur local, se souvenait encore de l'époque où il avait croisé le chemin de l'Ancien. C'était en 1981, après une dispute au sujet d'une terre située à la lisière de la forêt. L'Ancien avait averti Jean-Marc de ne plus empiéter sur ces terres.
Mais l'agriculteur, têtu, avait ignoré l'avertissement, se moquant de ses contes pour faire peur aux enfants. Quelques jours après leur altercation, Jean-Marc commença à remarquer des oiseaux noirs perchés autour de sa maison. Il restait immobile, fixant l'agriculteur avec des yeux perçants. Plus il avançait sur ses terres, plus les oiseaux semblaient se rapprocher, jusqu'à envahir les branches les plus basses et les poteaux de la clôture. Un soir, alors que le vent soufflait fort, Jean-Marc entendit un bruit inhabituel près de son poulailler. En y arrivant, il trouva tous ses poulets morts, comme s'ils avaient été attaqués par une bête sauvage. Les événements se multiplièrent, ses vaches ne donnaient plus de lait, ses champs flétrissaient sans raison apparente, et ses enfants tombaient mystérieusement malades. L'agriculteur comprit alors qu'il avait peut-être défié quelqu'un de bien plus puissant que lui. En désespoir de cause, il décida de demander pardon à l'ancien, espérant apaiser ce qu'il croyait être une malédiction. Lorsque Jean-Marc arriva à la case de l'ancien, il fut accueilli par le cri d'un oiseau qui le fixait depuis le toit. L'ancien apparut à la porte, silencieux. Jean-Marc, terrifié, s'agenouilla et implora son pardon. L'ancien le fixa longuement avant de murmurer quelques mots en créole, un langage ancien et presque oublié. Il tourna ensuite les talons et disparut dans l'obscurité de la maison. Ce n'est qu'après cette visite que les phénomènes inquiétants cessèrent, et Jean-Marc retrouva peu à peu la paix. Depuis cet événement, personne ne chercha plus à s'opposer à l'ancien, et les villageois apprirent à vivre avec la présence de ce mystérieux sorcier. Mais ceux qui passaient près de la forêt affirmaient encore voir de grands oiseaux noirs planer silencieusement au-dessus des arbres, comme pour rappeler que l'ancien n'avait jamais vraiment quitté les lieux. Et jusqu'à aujourd'hui, 3 bassins restent marqués par l'histoire de cet homme dont le pouvoir défiait les lois de la nature. Sur la côte de la Réunion, le phare de Sainte-Suzanne se dresse fièrement face aux vagues de l'océan Indien. Ce phare, érigé en 1845, a longtemps guidé les marins dans la nuit, mais il est aussi le théâtre d'une légende terrifiante. Les anciens disent qu'il est hanté par l'esprit d'un ancien gardien décédé dans des circonstances tragiques. L'histoire débute en 1912, lorsque le gardien en poste, Antoine Dubois, se retrouva isolé au phare lors d'une tempête violente. Antoine était un homme solitaire, un vieux loup de mer qui avait trouvé refuge dans ce phare après des années de navigation. Lors de cette nuit fatidique, la tempête qui s'abattit sur la côte était d'une rare intensité. Les vagues venaient frapper la base du phare avec une telle force que le bâtiment entier tremblait. Antoine, déterminé à accomplir son devoir, monta jusqu'à la lanterne pour s'assurer que la lumière fonctionnait correctement. C'est là qu'il glissa sur le sol humide et chuta des escaliers en colimaçon. La chute lui fut fatale. Son corps fut découvert quelques jours plus tard, lorsque la mer se calma enfin, et l'histoire de sa mort se propagea rapidement à Sainte-Suzanne. Depuis, les rumeurs sur sa présence spectrale commencèrent à se répandre. Les premiers phénomènes signalés furent de simples bruits de pas dans l'escalier, entendus par les nouveaux gardiens de phare. Ils rapportaient souvent une impression de ne pas être seuls, de sentir un souffle froid dans leur nuque ou d'apercevoir une ombre fugace au détour d'un couloir. Mais le témoignage le plus troublant reste celui de Jules, un jeune gardien de phare dans les années 1970. Une nuit d'orage, alors qu'il faisait sa ronde, Jules ressentit soudainement un poids oppressant sur ses épaules. En montant l'escalier pour vérifier l'état de la lanterne, il aperçut une silhouette se tenant tout en haut, près de la fenêtre. Pensant qu'un intrus s'était introduit dans le phare, il cria, mais la silhouette ne bougea pas. Jules s'élança alors, mais en atteignant le sommet, il réalisa que la pièce était vide. Pourtant, la fenêtre était grande ouverte, laissant entrer des rafales de vent et des éclats de pluie. Terrifié, il descendit en courant et quitta le phare jusqu'à l'aube, refusant d'y retourner seul. Les anciens du village lui expliquèrent plus tard qu'il avait sans doute croisé l'esprit d'Antoine Dubois, condamné à errer dans le phare où il avait perdu la vie. La fenêtre ouverte, selon les légendes, serait le symbole de la tentative désespérée d'Antoine de trouver une issue durant cette nuit fatidique. Encore aujourd'hui, les gardiens de phare, bien que sceptiques, préfèrent éviter de travailler seuls les nuits de tempête. Le phare de Sainte-Suzanne reste un lieu de fascination et de crainte, où passé et présent semblent se confondre, laissant planer l'ombre de ce gardien disparu sur les escaliers en colimaçon. Les marins qui longent cette côte savent que par les nuits agitées, le phare n'est pas seulement un guide lumineux,
mais aussi un témoin silencieux des âmes perdues en mer. Salazie, l'un des 3 cirques majestueux de la Réunion, est réputé pour ses paysages verdoyants et ses cascades imposantes. Mais au-delà de sa beauté naturelle, ce cirque est aussi le berceau de nombreuses légendes, dont celle des lumières mystérieuses. Selon les anciens, ces lumières seraient les âmes errantes des défunts, perdues dans les montagnes et cherchant désespérément la sortie de ce labyrinthe naturel. L'histoire la plus connue concernant ces lumières date des années 1920, lorsqu'un couple de jeunes mariés, Jules et Marie, disparut lors d'une randonnée. Les 2 amoureux étaient partis pour une courte balade dans les hauteurs de Salazie, mais la brume s'était soudainement levée, enveloppant les sentiers et rendant la marche difficile. La nuit tomba sans qu'ils aient pu retrouver leur chemin, et les recherches, menées par les habitants du village, ne permirent pas de les retrouver. Les villageois rapportèrent, quelques jours après la disparition, avoir vu des lumières errer au loin dans les montagnes. Des points lumineux, semblables à des lanternes, se déplaçaient lentement dans le brouillard, mais disparaissaient dès qu'on s'en approchait. Les plus courageux, partis à leur recherche, racontèrent qu'en s'aventurant plus profondément dans la forêt, ils entendaient parfois des murmures, des voix lointaines semblables à celles de 2 personnes cherchant à s'appeler dans l'obscurité. Jean-Baptiste, un guide local, se souvient encore de la première fois où il fut témoin de ces phénomènes. C'était en 1954, alors qu'il conduisait un groupe de randonneurs le long d'un sentier escarpé. La nuit était tombée plus vite que prévu, et une épaisse brume s'élevait des profondeurs du cirque, enveloppant le groupe d'un voile blanc et insondable. C'est alors qu'il aperçut, au loin, des lumières se déplaçant lentement entre les arbres. Il crut d'abord à un autre groupe de randonneurs ayant pris de l'avance, mais les lumières se déplaçaient de manière étrange, comme flottant au-dessus du sol. Jean-Baptiste sentit une peur sourde monter en lui, mais il ne montra rien pour ne pas inquiéter les autres. Les lumières semblaient les suivre, s'éloignant parfois pour réapparaître sur le sentier devant eux, sans jamais dévoiler la silhouette de ceux qui les portaient. Au matin, les lumières avaient disparu, laissant le groupe perplexe. Jean-Baptiste, marqué par cette expérience, retourna plusieurs fois à Salazie, espérant percer le mystère. Un jour, alors qu'il explorait seul une vieille forêt de tamarins, il tomba nez à nez avec une petite clairière que personne ne semblait connaître. Là, des pierres disposées en cercle délimitaient ce qui ressemblait à un ancien lieu de rituel. Au centre, il trouva une vieille lanterne, rouillée et presque ensevelie sous les feuilles mortes. En la ramassant, il ressentit une vague de froid, et des bruits de pas se firent entendre derrière lui. Mais lorsqu'il se retourna, il n'y avait personne. Les branches des arbres semblaient s'incliner sous le poids d'une présence invisible, et l'air était lourd de murmures inaudibles. Jean-Baptiste s'enfuit précipitamment, laissant la lanterne derrière lui. Les légendes locales disent que ces lumières sont les esprits des disparus, condamnés à errer dans le cirque de Salazie, incapables de retrouver leur chemin. D'autres pensent qu'il s'agit des âmes de ceux qui ont péri en cherchant à atteindre les cimes du cirque, leur lumière guidant les vivants sur les sentiers dangereux. Mais une chose est sûre, ceux qui ont vu ces lumières en parlent toujours avec une lueur d'angoisse dans les yeux. Aujourd'hui encore, les randonneurs sont avertis de ne jamais suivre les lumières dans la brume de Salazie, et les anciens conseillent de se replier dès que la nuit commence à tomber. Car dans ce cirque où le temps semble figé, les âmes perdues continuent de chercher désespérément leur voie, attirant les imprudents dans l'oubli des montagnes. C'était en 2008, Marc rentrait chez lui après une soirée avec ses amis. La nuit était humide et la route serpentait à travers les collines de la ravine des Cabris. Cette route, qui coupait à travers la végétation dense et les ravins abrupts, était réputée pour être dangereuse, mais Marc la connaissait bien. Les légendes locales racontaient des histoires terrifiantes à propos de ce chemin, mais il ne croyait pas aux fantômes. Il était environ 2 heures du matin, et une légère brume commençait à monter du sol. La voiture filait dans la nuit noire, et Marc, concentré, se remémorait les bons moments passés avec ses amis. Tout à coup, dans la lumière des phares, il aperçut une silhouette sur le bord de la route. Une femme, toute vêtue de blanc, se tenait immobile, le regard fixé droit devant elle. Intrigué, et un peu inquiet, il ralentit, pensant qu'il s'agissait de quelqu'un ayant besoin d'aide. Il s'arrêta à sa hauteur, ouvrit légèrement sa vitre et demanda « Tout va bien, madame ? Vous avez besoin d'aide ?»
La femme ne répondit pas, se contentant de tourner lentement la tête vers lui. Son visage, pâle et sans expression, semblait flotter dans l'obscurité. Prisonnier de sa curiosité, Marc lui proposa de la raccompagner en voiture. La dame blanche entra sans un mot et s'assit sur la banquette arrière. Marc sentit un frisson lui parcourir le dos. Il tenta de lui parler à nouveau, mais la femme restait muette, ses yeux fixant obstinément la route. La tension montait à chaque kilomètre parcouru, et Marc, dont la peur commençait à envahir l'esprit, ne cessait de jeter des regards furtifs dans le rétroviseur. Après une dizaine de minutes, la femme murmura soudainement d'une voix froide et lointaine, « Arrêtez-vous ici ». Marc obéit sans poser de questions, mais lorsqu'il se retourna pour s'assurer qu'elle était descendue, il constata avec horreur que la banquette arrière était vide. La portière n'avait pas bougé, aucun bruit de pas sur le gravier. Terrorisé, Marc redémarra en trombe. Il rentra chez lui en tremblant, racontant son histoire le lendemain à ses proches. Certains rirent, affirmant qu'il avait trop bu, mais d'autres, les plus anciens, gardèrent un silence grave. Ils connaissaient l'histoire de cette femme, une mère qui, selon la légende, avait perdu son enfant dans un accident de voiture des années auparavant sur cette même route. Depuis ce jour, Marc refuse catégoriquement de conduire seul sur cette route de la ravine des Cabris, surtout à des heures tardives. Pour lui, la Dame Blanche n'est plus une simple légende, elle est une réalité effrayante, un rappel de ces âmes tourmentées qui errent dans les lieux de leur tragédie passée. Le port est une ville portuaire animée de la Réunion, marquée par une atmosphère à la fois vibrante et mystérieuse. Les habitants disent souvent que certains quartiers du port sont le théâtre d'étranges événements, attribués à des envoûtements pratiqués par des sorciers locaux. Ces rumeurs ont toujours existé, mais elles se sont intensifiées après une série d'incidents inexpliqués dans les années 1980. L'histoire commence avec Monsieur Albert, un ancien marin qui avait pris sa retraite au port après avoir passé sa vie en mer. Albert était un homme superstitieux, qui croyait aux vieilles histoires de l'île, et respectait les traditions locales. Il avait l'habitude de se promener au marché du port pour acheter des herbes médicinales et discuter avec les vendeurs. Parmi eux, il y avait une femme âgée, Marie-Claire, connue pour être une « faiseuse de sorts ». Elle vendait des potions et des talismans, et beaucoup de gens affirmaient qu'elle avait le pouvoir de jeter des malédictions. Un jour, Albert, pour une raison qu'il n'a jamais révélée, se mit en colère contre Marie-Claire et l'accusa publiquement de tromper les gens. La vieille femme, les yeux perçants, lui murmura quelque chose en créole, que les témoins ne comprirent pas, mais qui fit blêmir Albert sur le coup. Les jours suivants, sa vie bascula dans le chaos. Ses proches rapportèrent qu'il ne dormait plus, hanté par des cauchemars et des visions. Il parlait de silhouettes sombres rôdant autour de sa maison la nuit, et de murmures incessants qui l'empêchaient de se reposer. Rapidement, son état physique se dégrada. Des marques apparurent sur son corps, comme des griffures profondes, et son esprit sembla s'égarer. Les médecins ne purent trouver aucune explication rationnelle à son mal-être, et les habitants du port commencèrent à murmurer que Marie-Claire avait jeté un sort à Albert. Ce dernier finit par s'enfermer chez lui, terrifié à l'idée de sortir, persuadé que des esprits le poursuivaient. Les voisins de Monsieur Albert racontèrent plus tard qu'ils entendaient, la nuit, des chants mélancoliques provenant de sa maison, semblables à des prières murmurées dans une langue ancienne. Parfois, ils apercevaient des ombres se déplacer derrière les fenêtres, bien qu'Albert vive seul. Ils se disaient que Marie-Claire avait invoqué des esprits pour tourmenter Albert, et que ces âmes errantes le hantaient jusqu'à son dernier souffle. Lorsqu'Albert fut retrouvé mort chez lui, son visage figé dans une expression de terreur, les autorités ne purent trouver de cause naturelle à son décès. L'autopsie ne révéla rien d'anormal, et la rumeur d'un envoûtement se répandit encore plus vite. Les superstitions locales affirmèrent que l'esprit d'Albert n'avait jamais quitté sa maison, et que son âme errante cherchait désespérément la paix. Dans les années qui suivirent, plusieurs autres incidents similaires eurent lieu. Des habitants rapportèrent avoir été victimes de malédictions, se plaignant de rêves troublants, de pertes inexplicables ou de bruits inquiétants autour de leur maison. La réputation de Marie-Claire et des autres, faiseurs de sorts, grandit, et les gens devinrent méfiants à l'égard de ceux qui semblaient détenir des pouvoirs occultes. Aujourd'hui, même si Marie-Claire n'est plus de ce monde, son nom est encore prononcé avec prudence au port.
Les habitants avertissent les étrangers de ne pas contrarier les sorciers, et les anciens transmettent aux jeunes l'importance de respecter les traditions et de ne pas se moquer des croyances locales. Les esprits, disent-ils, n'oublient jamais une insulte ou un affront, et ceux qui osent défier les forces occultes finissent toujours par le regretter. En 1977, une éruption volcanique menaça d'engloutir le village de Sainte-Rose, à La Réunion. La coulée de lave avançait inexorablement vers le village, et rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Mais au cœur de cette tragédie naturelle, un événement inattendu se produisit, la chapelle Notre-Dame-des-Laves fut miraculeusement épargnée. La lave s'arrêta net à ses portes, contournant l'édifice comme si une force invisible la retenait. Ce phénomène fut perçu comme un miracle par les habitants, qui attribuèrent cette protection à la Vierge Marie. La chapelle devint un lieu de pèlerinage, attirant des croyants venus de toute l'île pour prier et déposer des offrandes. Mais au fil des ans, la chapelle devint aussi le théâtre de phénomènes étranges, qui firent naître la légende d'un fantôme. Les premiers témoignages apparurent dans les années 1980. Des pèlerins affirmèrent ressentir une présence dans la chapelle, comme si quelqu'un les observait silencieusement. Certains parlaient d'un souffle froid qui parcourait les bancs, ou de l'étrange sensation de ne pas être seul. Plus troublant encore, des prières murmurées semblaient parfois résonner entre les murs, bien qu'il n'y ait personne pour les prononcer. L'histoire du fantôme de la chapelle se répandit lorsqu'un prêtre en poste, le père Auguste, fit une étrange expérience. Un soir, alors qu'il verrouillait la chapelle après une journée de prière, il remarqua une bougie allumée près de l'autel, bien qu'il fût sûr de l'avoir éteinte. Il s'approcha pour souffler la flamme, mais elle vacilla et s'éteignit d'elle-même avant qu'il n'ait pu l'atteindre. Le prêtre, bien que surpris, pensa à une simple coïncidence et quitta la chapelle. Mais en rentrant chez lui, il se rendit compte qu'il avait oublié ses clés sur l'autel. Il fit demi-tour et retourna dans la chapelle, dont la porte s'ouvrit sans effort, bien qu'il l'eût verrouillée auparavant. À l'intérieur, la bougie était à nouveau allumée, et une odeur de cire brûlée envahissait l'air. Père Auguste, pétrifié, fit le signe de croix et entendit soudain une prière récitée dans une voix faible et mélancolique. Il resta figé, incapable de comprendre d'où provenaient ces paroles, car il était seul. Il quitta précipitamment la chapelle et en parla à ses supérieurs, qui lui conseillèrent de bénir les lieux. Le prêtre obéit, mais les phénomènes ne cessèrent pas. Les pèlerins continuèrent de rapporter des bruits de pas dans l'allée centrale, des bougies qui s'allumaient seules, et des prières murmurées dans une langue ancienne. Certains prétendirent avoir vu une silhouette vêtue de blanc près de l'autel, agenouillée et priant sans jamais lever les yeux. Les plus superstitieux des habitants affirment que le fantôme est l'esprit d'une jeune femme morte lors de l'éruption de 1977, venue se réfugier dans la chapelle mais piégée par la lave avant de pouvoir en sortir. D'autres pensent qu'il s'agit d'un ancien prêtre, ayant dédié sa vie à cette chapelle et continuant de veiller sur elle après sa mort. Aujourd'hui, la chapelle Notre-Dame-des-Laves reste un lieu de recueillement et de mystère. Les visiteurs viennent prier pour leur protection, mais nombreux sont ceux qui affirment ressentir une présence bienveillante ou entendre des prières chuchotées dans le silence. La chapelle, épargnée par la lave, semble être un pont entre les vivants et les âmes errantes, un sanctuaire où passé et présent se rejoignent dans une harmonie étrange et inquiétante. Saint-Gilles est une charmante station balnéaire à La Réunion, connue pour ses plages magnifiques et son cimetière marin historique, où reposent de nombreuses âmes des siècles passés. Ce cimetière en bord de mer a toujours fasciné les visiteurs, mais derrière son calme apparent se cache une histoire bien plus troublante, celle des âmes errantes qui entraient les lieux. Selon la légende, ce cimetière serait le dernier refuge de marins disparus en mer et de colons morts tragiquement. Les âmes de ceux qui ne trouvèrent jamais la paix erraient encore entre les tombes, incapables de quitter cet endroit. Les habitants de Saint-Gilles racontent que les nuits sans lune, des bruits de pas légers résonnent entre les allées, accompagnés de soupirs plaintifs portés par le vent marin. En 1993, un gardien du cimetière, M. Robert, fut témoin de phénomènes qu'il n'a jamais pu expliquer. Il avait l'habitude de faire des rondes chaque nuit, pour s'assurer que tout était en ordre. Mais il notait toujours une étrange ambiance aux alentours de minuit. Cette nuit-là, alors que la mer était particulièrement agitée, Robert inspectait les abords du cimetière lorsqu'il aperçut une silhouette blanche immobile près d'une tombe ancienne.
Pensant à un visiteur perdu, il s'avança doucement, mais la silhouette disparut dès qu'il approcha. Il pensa d'abord à une illusion causée par la fatigue, mais au fil des nuits, des événements similaires se produisirent. Des lanternes semblaient s'allumer seules, des pierres tombales devenaient froides au toucher, et des bruits de pas feutrés semblaient le suivre sans qu'il ne puisse en trouver l'origine. Un soir, il entendit des voix, de faibles murmures, comme des prières inachevées, récitées dans un créole ancien. Monsieur Robert se mit à faire des recherches sur l'histoire du cimetière et découvrit que plusieurs marins disparus en mer avaient été enterrés ici, leurs corps parfois ramenés après des semaines de dérive. Il apprit également que les colons, qui avaient vécu des épidémies et des révoltes, considéraient ce lieu comme un passage vers l'autre monde, où les âmes des défunts attendaient de trouver leur chemin. Un jour, alors qu'il examinait une tombe marquée d'un symbole étrange, Robert ressentit une présence derrière lui. Il se retourna brusquement, mais ne vit rien. Pourtant, l'air semblait plus lourd, comme chargé d'une énergie oppressante. Peu de temps après, il tomba gravement malade et dut quitter son poste. On raconte que la fièvre qui l'accabla fut si intense qu'il murmura des prières confuses en créole, comme s'il répondait à des voix que lui seul entendait. Depuis cette époque, les rumeurs autour du cimetière de Saint-Gilles se sont amplifiées. Les habitants avertissent les visiteurs de ne pas rester trop tard près des tombes et de ne jamais manquer de respect au lieu. Ils racontent que ceux qui s'aventurent seuls à l'intérieur la nuit ressentent une sensation de malaise, et certains affirment avoir aperçu des ombres se mouvoir silencieusement entre les stèles, suivant les intrus jusqu'à la sortie. Pour les plus anciens du village, il est évident que le cimetière est un portail entre les mondes, où les âmes des disparus cherchent encore leur repos. Les marins perdus en mer, disent-ils, reviennent toujours à Saint-Gilles, car leurs cœurs appartiennent à cette terre et à cette mer qui les a vus partir. Les prières murmurées ne seraient donc que des appels désespérés, un écho des vies brisées par les flots. Aujourd'hui, malgré les mises en garde, le cimetière de Saint-Gilles continue d'attirer les curieux et les amateurs de mystères. Les nuits de tempête, lorsque les vagues viennent frapper les rochers, certains disent que des silhouettes blanches apparaissent brièvement entre les tombes, se dissolvant dans le vent marin avant de disparaître à nouveau. Les âmes errantes de Saint-Gilles, prisonnières de ce lieu entre terre et mer, rappellent à chacun que les histoires des vivants ne sont jamais tout à fait terminées. Le Maïdo est une région de la Réunion connue pour ses paysages grandioses et ses falaises vertigineuses offrant une vue plongeante sur le cirque de Mafat. Mais une vieille légende prétend que le Maïdo est également le repère des « feux follets », des lumières fantomatiques qui apparaissent les nuits sombres pour guider les âmes des anciens marrons qui s'étaient réfugiés ici, loin des oppresseurs. Selon les récits locaux, les marrons, esclaves échappés, utilisaient le Maïdo comme refuge. Beaucoup d'entre eux moururent dans ces montagnes, fuyant à jamais une vie de servitude. Les feux follets, ces petites flammes vacillantes que l'on aperçoit parfois dans les hauteurs, seraient les esprits de ces marrons, veillant toujours sur les chemins escarpés pour protéger leur terre sacrée. En 1972, un groupe de randonneurs fut témoin de ces phénomènes. Alors qu'ils bivouaquaient près du sommet du Maïdo, une brume épaisse se leva brusquement, enveloppant leur campement. La nuit était noire, et ils décidèrent de rester éveillés jusqu'à ce que la brume se dissipe. C'est à ce moment qu'ils aperçurent de petites lueurs bleutées danser à distance, se mouvant avec une étrange fluidité. Les feux semblaient jouer avec le brouillard, apparaissant et disparaissant sans raison apparente. Un des randonneurs, Alain, décida de s'approcher, convaincu qu'il s'agissait de randonneurs égarés ou de chasseurs avec des lampes. Mais plus il avançait, plus les lumières s'éloignaient, l'entraînant toujours plus loin du campement. Il commença à entendre de faibles chants, des mélopées en créole, comme des prières anciennes murmurées par une foule invisible. Soudain, Alain trébucha et tomba dans une crevasse peu profonde. Lorsqu'il leva les yeux, il vit plusieurs silhouettes sombres le fixer au-dessus de lui, leurs yeux brillant faiblement dans l'obscurité. Figé par la peur, il ne put bouger, et resta là, immobile, jusqu'à ce que les silhouettes disparaissent avec les lumières. Ses compagnons de randonnée finirent par le retrouver à l'aube, secoué mais indemne. Lorsqu'il leur raconta son expérience, les plus anciens du groupe comprirent qu'Alain avait été conduit par les esprits des marrons. Ils lui expliquèrent que ces feux follets étaient des guides, mais qu'ils pouvaient aussi être des gardiens, attirant les intrus vers des pièges naturels pour les éloigner des lieux sacrés. Depuis cet incident, Alain raconte cette histoire à tous ceux qui envisagent de bivouaquer au Maïdo.
Il avertit les randonneurs de ne jamais suivre les feux follets et de respecter les montagnes comme les marrons l'avaient fait avant eux. Ceux qui ont tenté d'approcher ces lumières ont toujours rapporté des sensations de malaise, des chants étranges dans le vent et des visions furtives de silhouettes anciennes. Le Maïdo, malgré sa beauté majestueuse, reste un lieu empreint de mystère et de respect. Les feux follets rappellent que cette montagne est une terre de mémoire, où les esprits des anciens veillent encore. Certains disent même que ces lumières ne sont pas des avertissements, mais des invitations silencieuses à comprendre le passé douloureux des marrons, une invitation à honorer ceux qui, jadis, trouvèrent la liberté dans ces hauteurs escarpées et sacrées. La plaine des Cafres, une région située entre les montagnes et le volcan, est souvent enveloppée de brume épaisse et de silence. Ce paysage mystique et sauvage abrite de nombreuses légendes, dont celle d'un sorcier redouté qui, selon les récits, maîtrisait des rituels anciens et terrifiants. Les anciens de la Réunion racontent que ce sorcier, connu sous le nom de Grand Mafata, possédait un savoir ancestral hérité des esclaves marrons et des premiers habitants de l'île. Grand Mafata vivait en retrait, au bord d'une forêt dense, où se dressait une petite cabane en bois rongée par le temps. Les habitants le décrivaient comme un homme maigre, vêtu de vêtements noirs et d'un grand chapeau qui masquait partiellement son visage. Il n'était pas un simple guérisseur, mais un praticien des arts sombres, selon les légendes. Les villageois venaient le voir, tantôt pour guérir un proche malade, tantôt pour demander vengeance contre un ennemi. Mais beaucoup le craignaient, car les faveurs qu'il accordait avaient toujours un prix. Dans les années 1950, les rumeurs autour de Grand Mafata se multiplièrent lorsqu'un homme du village, Marius, eut le malheur de le contrarier. Marius était un éleveur, un homme pragmatique et peu enclin à croire aux histoires de sorcellerie. Il refusa un jour de payer le sorcier pour une bénédiction de son bétail, estimant que tout cela n'était qu'une supercherie pour soutirer de l'argent aux crédules. Grand Mafata, se tenant droit devant Marius, se contenta de le fixer longuement sans dire un mot, avant de tourner les talons et de disparaître dans la brume. Les jours suivants, des événements étranges se produisirent sur les terres de Marius. Son bétail tomba mystérieusement malade, les vaches refusaient de manger, et des moutons furent retrouvés morts avec des marques inexplicables sur le corps. Marius, de plus en plus inquiet, commença à sentir une présence oppressante autour de lui. La nuit, des bruits de pas résonnaient autour de sa maison, et des murmures indistincts se faisaient entendre, comme si quelqu'un récitait une prière en une langue oubliée. Un soir, alors qu'il sortait vérifier l'état de ses bêtes, Marius aperçut une silhouette sombre au bord du champ, semblant se fondre dans la brume. Pris de panique, il courut chercher son fusil, mais lorsqu'il revint, la silhouette avait disparu. Au même moment, un vent glacial traversa le champ, et une odeur de terre humide et de soufre s'éleva dans l'air. Marius comprit alors que Grand Mafata n'était pas un simple charlatan, et qu'il avait attiré sur lui une malédiction. Désespéré, il tenta de se racheter en offrant de l'argent et des présents à Grand Mafata, mais le sorcier refusa de le recevoir. Les autres villageois, témoins de cette situation, commencèrent à murmurer que Marius devait expier sa faute en acceptant sa punition. Les plus superstitieux prétendaient que seul un prêtre pourrait le sauver, mais Marius, trop fier, refusa cette aide. Il continuait de nier avoir été maudit, bien que son état de santé se dégradait de jour en jour. Finalement, Marius fut retrouvé mort dans sa grange, les yeux écarquillés et une expression de terreur gravée sur son visage. On ne découvrit aucune cause physique à son décès, et les anciens du village affirmèrent que son âme avait été prise par Grand Mafata pour avoir osé défier son pouvoir. Depuis cette époque, les habitants de la plaine des Cafres redoublent de prudence lorsqu'ils évoquent les histoires de sorcellerie. Ceux qui passent près de l'ancienne cabane de Grand Mafata affirment parfois entendre des murmures au milieu de la brume, comme si le sorcier continuait de réciter des incantations invisibles. Les légendes racontent qu'il est toujours là, veillant sur son territoire, prêt à punir quiconque oserait douter de ses pouvoirs. La rivière Langevin, avec ses eaux limpides et ses cascades paisibles, est un lieu prisé des visiteurs de la Réunion. Cependant, sous cette apparence idyllique, la rivière cache une légende terrifiante, celle du monstre de Langevin. Les habitants parlent d'une créature mi-homme, mi-reptile, qui entrait les rives et attirerait les baigneurs imprudents vers une mort certaine. Les premiers récits sur ce monstre remontent à l'époque des colons,
lorsqu'un esclavagiste cruel fut attaqué et tué dans les eaux de Langevin. Les esclaves racontaient qu'il avait été entraîné sous l'eau par une force invisible, et son corps fut retrouvé avec des marques profondes, semblables à des morsures. On murmura que les esprits de la rivière, furieux de la cruauté de cet homme, l'avaient transformé en une créature pour le punir de ses actes. L'histoire prit de l'ampleur au fil des ans, alimentée par des disparitions inexpliquées et des observations étranges. En 1975, une famille décida de camper près de la rivière. Tout semblait paisible jusqu'à la tombée de la nuit, lorsque les enfants, jouant près de l'eau, virent de grands remous se former. Ils appelèrent leurs parents, mais lorsqu'ils arrivèrent, l'eau était à nouveau calme. La famille, rassurée, continua sa soirée sans y prêter attention. Cependant, au milieu de la nuit, le père se réveilla en sursaut, ayant entendu un bruit sourd et régulier, comme un battement. Il sortit de sa tente et vit, à la lueur de la lune, une silhouette sombre se déplacer lentement dans l'eau. Pensant à un gros poisson ou à un animal, il s'approcha du bord pour mieux voir. À ce moment, la silhouette sembla se retourner, et deux yeux brillants émergèrent de l'eau, fixant l'homme avec une intensité terrifiante. Pris de panique, il recula précipitamment et réveilla sa famille pour quitter le campement. Ils partirent rapidement, mais le père ne put oublier le regard de la créature. En rentrant au village, il raconta son expérience, et les anciens lui parlèrent du monstre de Langevin. Selon eux, il s'agissait de l'esprit vengeur de l'esclavagiste maudit, condamné à errer sous les eaux et à chercher de nouvelles âmes à emporter. Les légendes disent que la créature apparaît principalement les nuits de pleine lune, lorsque la lumière argentée de l'astre éclaire les profondeurs de la rivière. Des témoins affirment avoir aperçu, à la surface de l'eau, des ondulations étranges, comme si quelque chose de gigantesque se mouvait lentement en dessous. D'autres parlent de grognements sourds et de bruits de griffures sur les rochers, signe de la présence du monstre. Aujourd'hui encore, malgré le charme de la rivière Langevin, les habitants mettent en garde les visiteurs contre les baignades nocturnes. Les anciens conseillent de ne jamais plonger dans l'eau après le coucher du soleil, et de rester loin des zones ombragées près des cascades. Les curieux qui osent braver ces mises en garde rapportent des sensations de malaise, de lourdeur dans l'air, et certains jurent même avoir entendu des bruits étranges émanant des profondeurs de l'eau. Le monstre de la rivière Langevin reste une énigme, un être issu des légendes et des peurs collectives. Que ce soit une créature véritable ou une simple histoire pour effrayer les enfants, la rivière conserve son mystère, comme si elle cherchait à préserver le secret de ses eaux sombres et insondables. Le bassin de Manapani, sur la côte sud de la Réunion, est une piscine naturelle formée par les rochers volcaniques. C'est un lieu prisé des baigneurs, avec ses eaux claires et ses vagues qui viennent mourir sur les pierres noires. Mais ce petit paradis cache aussi une légende sinistre, celle du monstre du bassin. L'histoire remonte aux années 1950, lorsque des pêcheurs commencèrent à signaler des disparitions étranges près du bassin. Des enfants, laissés sans surveillance, avaient été retrouvés noyés sans explication claire, bien que la mer ait été calme. Certains pêcheurs affirmaient avoir aperçu, par des nuits de pleine lune, une forme obscure se glissant sous l'eau, semblable à un grand serpent ou à une créature à moitié humaine. Un des témoignages les plus troublants fut celui de Philippe, un pêcheur expérimenté. Il aimait venir au bassin au lever du jour, lorsque l'eau était encore limpide et que les poissons affluaient près des rochers. Un matin, alors qu'il ramassait ses filets, Philippe sentit une présence sous l'eau, comme une ombre mouvante qui suivait chacun de ses gestes. Il pensa d'abord à un gros poisson ou à une tortue, mais l'ombre était bien plus grande et se déplaçait avec une fluidité inquiétante. Intrigué, Philippe plongea une première fois pour voir de plus près, mais l'eau devint soudainement trouble, comme agitée par un courant sous-marin. Alors qu'il refaisait surface, il sentit une pression sur sa jambe, une main glacée qui tentait de l'attirer vers le fond. Il lutta pour se libérer, se débattant avec toutes ses forces. Lorsqu'il réussit à revenir sur le rocher, il n'osa pas regarder en arrière, convaincu d'avoir frôlé la mort. Plusieurs habitants vinrent examiner la zone après cet incident, mais personne ne trouva quoi que ce soit d'anormal. Toutefois, les rumeurs prirent de l'ampleur, et les habitants de Manapani commencèrent à éviter de se baigner au crépuscule. Les anciens racontaient qu'il s'agissait d'une créature mi-homme, mi-reptile, un ancien esprit des eaux appelé Gros Lamentin, qui venait chercher vengeance contre ceux qui troublaient son domaine.
En 1978, une équipe de scientifiques se rendit sur place, pensant démystifier ces histoires en explorant les fonds du bassin avec du matériel de plongée moderne. Ils firent des relevés, mais l'un des plongeurs, Mark, disparut durant l'expédition. Les autres membres de l'équipe rapportèrent avoir vu Mark s'enfoncer soudainement dans une crevasse, malgré la mer calme. Son corps ne fut jamais retrouvé, et l'expédition fut arrêtée brusquement, laissant place à une série de spéculations. Depuis, la réputation du bassin n'a fait que grandir. Ceux qui osent encore s'y baigner affirment parfois sentir des remous étranges sous leurs pieds ou apercevoir des ombres dans les profondeurs. Les pêcheurs continuent d'observer une stricte prudence, s'éloignant du bassin dès que la mer commence à se teinter de rouge au coucher du soleil. Le monstre du bassin de Manapani reste une énigme, un mystère que les eaux cachent jalousement. Certains y voient une créature légendaire, d'autres une simple force de la nature qui rappelle à chacun que l'océan, aussi magnifique soit-il, peut devenir un piège mortel pour ceux qui ne respectent pas ses règles. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.